Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre tout premier numéro de Passé, Présent, Futur, votre nouvelle émission d'histoire. Vous le savez, l'histoire est une fenêtre sur le passé qui sert à comprendre le présent et anticiper l'avenir, et c'est de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui, puisque dans un monde qui est de plus en plus complexe, qui est de moins en moins compris, l'histoire est un formidable outil de décryptage des enjeux de l'époque et avec lesquels on pourra vous donner les clés pour décrypter les grands sujets d'actualité. Nous sommes ensemble, alors on va être plusieurs aujourd'hui, et nous sommes ensemble pour 1 heure, et je ne serai pas tout seul, puisque je suis aujourd'hui en compagnie de Mehdi. Bonjour Mehdi, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien mon cher Sam. Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Je suis très content du lancement de cette émission parce que ça fait un moment qu'on en parle et qu'on travaille dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. Et comme tu l'as dit, voilà, c'est vraiment une émission pour vous permettre, voilà, de toujours comprendre que le passé n'est pas juste raconté pour le raconter, mais aussi pour permettre de comprendre le monde dans lequel on vit, le monde qui nous entoure, et de mieux appréhender et de mieux anticiper notre futur, sans te paraphraser mon cher Sam. N'est-ce pas? Et l'histoire se répète, hein, donc j'espère Ah, qu'on bah pourra voilà. leur donner les clés là-dessus. Et puis du coup, l'histoire, c'est quelque chose que tu connais bien. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, puisqu'on est à 3 chats Alors, différents, hein, sur 3 chaînes ouais, c'est différentes, ça. ou Alors, pour 4 ceux qui ne me même. connaissent pas, donc moi c'est Mehdi Medad. Je suis. Alors, pourquoi l'histoire? Bonne question. Je suis diplômé d'un master 2 en histoire, en spécialité audiovisuelle, mais aussi en spécialité politique. J'ai une chaîne YouTube où je fais des interviews de personnalités du web. On a fait plein de gens, on a fait Kemar, Le Monde à l'envers, Ludovic et plein d'autres gens. Et voilà, j'anime aussi des émissions sur le live parfois là depuis le mois de février, notamment Les supporters ont toujours raison avec Thomas Touroud. Et du coup, bah, avec Sam Vostok, cette émission passé, présent, futur. Ben, parfait. Voilà pour Écoute, moi. alors, je sais pas trop où regarder, comme tu es dans le cadre et j'ai 3 écrans, hein. De là à dire que j'ai jamais pu t'encadrer, il y a un pas que je franchirai pas. Moi, pour me présenter, hein, puisque effectivement, on est 2 historiens de formation, voire de vocation, je m'appelle Sam Oui. Vostok, je suis effectivement historien de formation, contemporanéiste, spécialiste de la Russie, je suis également journaliste jeux vidéo et e-sport et présent dans le milieu du gaming depuis le début des années 2000. Je suis également historien de Warcraft et spécialiste du jeu World of Warcraft, mais chasser le naturel et revient au galop, et puis finalement, aujourd'hui, je reviens à mes premières amours historiques. Très C'est bien, ça, c'est-à-dire écoute, que on est tous les deux dans la même situation. On revient tous les deux là où on a commencé. exactement. Du coup, ce premier sujet, donc vous l'aurez deviné et vous l'aurez su, hein, si vous avez suivi un peu les réseaux sociaux, hein, il sera consacré aux grandes épidémies. Alors on aurait pu dire épidémie et pandémie aussi. Peut-être un point de vocabulaire pour commencer. Une épidémie, qu'est-ce que c'est? Parce que les Je mots te pose sont la importants, question. les mots ont un sens. Donc une épidémie, d'après le Larousse, est le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population. Sachant qu'une pandémie, c'est la même chose, mais à un niveau plus élevé, au niveau continental ou mondial. Donc là, ça devrait vous permettre de cerner un peu mieux tout ça. Et c'est le sujet d'actualité du moment, puisqu'aujourd'hui, on est l'être humain qui, lui, a la chance de voir exister à son sein 7 espèces de coronavirus différentes, a la chance de bénéficier, si je puis faire ce mauvais trait d'humour, du coronavirus de syndrome respiratoire aigu sévère 2 ou SARS-CoV-2 qui donne la maladie Covid-19. Donc effectivement, la maladie en tant que telle, c'est le Covid-19. Et c'est une maladie qui est très présente dans l'actualité. Ça, j'imagine que ça ne vous aura pas échappé. Si vous vivez dans une grotte, remarquez, ça ne changerait pas trop votre quotidien a Bah, non, hein. priori. Vous êtes confiné depuis un Non, moment. non. Mais c'est sur un ton plus sérieux. C'est une maladie qui a déjà fait 228 000 morts dans le monde, dont 24 000 en France, et qui est le symbole d'une époque mondialisée et qui aura conduit au confinement de près de la moitié de l'humanité. Donc là on a la chance ou la malchance, mais en tout cas on peut suivre l'histoire en marche pour le coup, et c'est une histoire qui s'inscrit dans la longue lignée des fléaux sanitaires qui sont abattus sur l'humanité avec des conséquences diverses, mais c'est toujours des conséquences tragiques.
On va vous parler de tout ça chronologiquement, puisque on se refait pas après tout, hein. On va commencer par une grosse partie historique pour vous parler des épidémies, des pandémies qui frappent l'humanité depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Alors évidemment, on a fait des choix, on ne pourra pas parler de tout. Oui, Ensuite, on parlera de l'actualité en tant que telle, avec cette épidémie actuelle et ce que ça a comme conséquences très immédiates. Et enfin, on débattra dans une troisième partie avec Palu, ton ami, et Jérémy, on oui. débattra de l'avenir possible et des conséquences de tout ceci. Tu allais C'est ajouter quelque ça. chose? Non, j'allais te dire oui, parce qu'on ne l'appelle pas lui, il faut préciser, il s'appelle Jérémy, il est enseignant en histoire-géographie lui aussi, diplômé d'histoire de la fac du Mirail, et donc lui spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc c'est pas, voilà, on est trois profils un peu différents, mais réunis par notre passion de l'histoire, de l'actualité et de ce qui nous entoure. Exactement. Donc juste dernier point avant de te laisser la parole, il n'y aura pas trop de détails scientifiques aujourd'hui, hein. Je pense que ça, d'autres l'ont fait mieux que nous, d'autres dont c'est le métier, contrairement à nous, hein. On n'est pas ce genre de Ouais, scientifiques-là. Les chiffres donnés, évidemment, c'est des estimations, donc surtout pour la partie historique, hein. Tout ça, déjà, les outils de mesure ont fluctué selon les siècles, on a perdu tout un tas d'archives, ce genre de choses-là, mais on va essayer de donner des chiffres fiables. Et de toute façon, dites-vous toujours que les chiffres sont toujours des chiffres qui sont donnés, enfin des chiffres qui ont été récoltés et qui ont été publiés avec des biais et des enjeux, hein. Il y a toujours cette étincelle d'esprit critique à l'esprit. Euh, les chiffres qu'on va donner pour certaines des anciennes épidémies seront donnés en millions. Rappelez-vous que quand on parle de, je sais pas, 15 millions de morts au 15e siècle, ou quand on parle de 10 millions de morts au 4e siècle, c'est pas la même chose que quand on parle de 10 millions de morts au 20e siècle. À l'époque, en l'an 400, par exemple, on doit être 200 millions d'humains sur Terre. En l'an aujourd'hui, on est presque 7 milliards 800 millions. Donc c'est aussi pour que vous pensiez à resituer ça dans des contextes plus globaux aussi. Et enfin, et c'est le dernier rappel avant que je te passe la parole, on a dû faire des choix. On ne pourra pas parler de tout, c'est frustrant, mais je ne doute pas que si un sujet vous intéresse, vous alliez fureter et creuser ça en allant voir ou les livres, ou les vidéos, ou les podcasts. Et c'est du ça, coup, parce je qu'il faut vais... pas oublier, Ouais, vas-y. faut pas oublier Sam, pardon de te couper, faut pas oublier qu'à la fin de l'émission, on essaiera de vous donner des pistes de lecture, de vidéos, pour pouvoir approfondir aussi le sujet que l'on traite, et on espère que l'on traitera dans d'autres émissions. Voilà, c'était juste pour apporter la petite précision. Très bien. Bah, écoute, aujourd'hui, on est le jeudi 30 avril, et je pense qu'on va pouvoir commencer par l'éphéméride, mon cher. Eh bien oui, un éphéméride, pourquoi? Parce que on parle d'histoire, évidemment, et du coup, on se demandait avec Sam, qu'est-ce qui s'est passé un 30 avril dans l'histoire? Je vais commencer par une petite citation, et tu vas me dire ce que tu en penses, Sam. À la Saint-Robert, tout Dis-moi. arbre est vert. Saint-Robert, tout à... Alors, je ne sais pas si c'est toujours bon avec le réchauffement climatique, mais en tout cas, là, les arbres sont bien verts, en tout cas, chez nous. Ah, moi, je peux pas te dire, j'en vois pas beaucoup en ce moment. Moi, personnellement, je sors pas énormément, donc du coup, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il fait allusion au printemps. J'en suis pas sûr. Je pense, logiquement. Et vu comme ça fleurit, Voilà, du coup, on fête évidemment les Robert. D'ailleurs, en essence dans l'histoire, la première personnalité historique que je voulais mettre en avant, c'est Robert Ier de France. Sais-tu qui est Robert Ier de France, mon cher Sam? alors, ça fleure bon le roi carolingien ou mérovingien avec un blase comme ça. Ah, ah, pas si loin que ça, mais pas exactement. En fait, de France était effectivement un roi de France qui est né du coup au 9e siècle et il est né du coup un 30 avril. C'est, si tu veux, l'ancêtre du Capet. Pour te le D'accord. présenter, en fait, pendant la période carolingienne, il y a eu une période où le roi carolingien n'a plus été reconnu et les seigneurs dans le régime féodal dans lequel était la France ont élu Robert, donc qui est du coup le père de la dynastie des Robertiens, lui-même du coup ancêtre de la dynastie des Capétiens, puisque son fils s'appellera Hugues et son petit-fils, du coup, le fils de Hugues le Grand, s'appellera Hugues Capet, qui lui sera roi un peu plus tard. Voilà. Il a été roi un an, de 922 à 923, et donc pas très longtemps. Mais voilà, C'était moins c'est un une. roi qui a, ouais,
Mais c'est un roi qui aura quand même marqué l'histoire de France parce que il aura lancé après la dynastie des Capétiens, dont le dernier représentant français en tout cas était en tant que roi de France Louis XVI. Enfin, si on va plus loin, Louis-Philippe Ier qui était un descendant indirect de la branche des Orléans. Voilà. Et actuellement, il faut savoir qu'il y a encore des Bourbons, du coup des Capétiens encore régnants en Espagne. Philippe VI, pardon. Philippe VI d'Espagne, Philippe VI d'Espagne, est un descendant direct de Louis XIV, il faut le savoir. Oui, c'est très juste. Et voilà. Autrement, niveau naissance, on a Nicolas Hulot, qui est né en 1955. Donc Nicolas Hulot, je ne sais pas si on doit encore le présenter. C'est un animateur télé, un producteur, notamment l'émission phare dans les années 90-2000, Ushuaïa. Il est engagé sur la protection environnementale, ça on le sait, la sensibilisation du grand public sur les questions environnementales. Il a acquis une popularité monstre en 2007 en faisant signer à tous les candidats de l'élection présidentielle de 2007 le pacte écologique, ce qui permettait aussi à ces élections à ces candidats de s'enlever une épine du pied en faisant en sorte que Nicolas Hulot ne soit pas candidat. Et par contre, 5 ans plus tard, il a souhaité se présenter aux élections présidentielles en se présentant aux primaires des Verts, mais il a perdu face à Eva Joly. Comme quoi, c'est pas de chance. Il a été ensuite ministre de la transition écologique et des solidarités en 2017, pendant 15 mois, sous le gouvernement Édouard Philippe I et II, sous la présidence de notre cher président actuel, enfin cher, je ne sais pas, ça dépend de votre pouvoir politique, Édouard, allez c'est parti, Emmanuel Macron. Voilà, mais il a démissionné avec Part et Fracas, on le sait, pour des divergences politiques. Tu manies bien l'euphémisme. T'as vu ça? au niveau des décès, alors, ça va être un peu compliqué, parce que il y a un personnage historique majeur, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un personnage historique majeur du XXe siècle qui est mort un 30 avril, ou dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Comment vous dire, je ne peux pas dire son nom exactement, car on est sur une plateforme qui ne nous autorise pas à dire son nom. Je peux juste vous dire que c'est l'ancien chef et créateur du Parti national-socialiste allemand, chef du Troisième Reich, chancelier allemand de 1932 à 1933. Le prénom Adolphe, je vous laisse lire son nom de famille. Et du coup, il s'est suicidé ainsi que sa femme Eva Braun dans un bunker allemand le 30 avril 1945. Voyant les soviétiques arriver, je pense qu'entre le suicide et les soviétiques qui arrivent, il valait peut-être mieux en effet se suicider. Autrement, Édouard Manet. Alors, Édouard Manet, c'est un peintre français, né en 1832 et mort en 1883. Voilà, là on voit Édouard Manet à droite et on voit à gauche un de ses tableaux les plus connus, c'est l'exécution de Maximilien. Voilà, alors Maximilien, qui c'est? C'était l'empereur du Mexique, frère de François-Joseph, l'empereur d'Autriche-Hongrie. Du coup, lui-même était archiduc d'Autriche-Hongrie et il a été mis en place par les Français et les Autrichiens au Mexique. Ça n'aura pas duré. Une révolution l'emportera, il sera condamné à mort et Édouard Manet a peint ce tableau. Tu noteras que le 30 avril est fatal pour les peintres. Il y en a au moins deux qui sont... Oui, c'est vrai. Il y en a un qui a moins réussi. Il y en a un qui a moins réussi dans la peinture, mais c'est vrai que il a voulu. Je crois qu'il a été refusé aux Beaux-Arts, c'est ça, notre cher. Comment il s'appelle? Je peux pas le dire. Le chancelier. Le chancelier allemand du Troisième Reich. Donc pour en revenir à Manet, par contre, il n'était, malgré ce qu'on dit, ni impressionniste ni réaliste. Il se retrouvait lui dans aucun des deux mouvements, malgré le fait que son époque à lui se trouve à peu près dans ces eaux-là. Voilà. Autrement, pour les événements qui se sont déroulés à proprement parler un 30 avril, on a Akihito. Alors, qui est Akihito, mon cher Sam? Est-ce que tu sais qui c'est? C'est l'ancien empereur du Japon. Exactement, il a abdiqué le 30 avril 2019, il y a exactement un an. Akihito a été empereur du Japon
Donc, alors, est-ce que c'est l'Empire du Soleil Levant, c'est ça le Japon? En théorie, oui. Je Bah, crois, hein. ça se Donc, traduit comme ça, en tout cas. l'Empire du Soleil Levant, donc empereur du 7 janvier 1989 au 30 avril du coup 2019. Selon la constitution de 1947, vous savez que son père, qui a vécu très longtemps aussi, hein, Hirohito, était l'empereur du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie et l'Italie. C'est de son fait à son père que le conflit est devenu global et s'est téléporté en Asie, qui a entraîné l'entrée en guerre des Américains. Et suite à la défaite de ces Japonais en 1945, suite, je rappelle, aux 2 bombes atomiques larguées par les Américains, l'empereur du Japon n'a eu d'autre choix que de promulguer une constitution en 1947, sous l'œil avisé bien sûr du général MacArthur, qui limite les rôles de l'empereur du Japon à un rôle uniquement symbolique. Avant, l'empereur japonais était une divinité humaine, donc un dieu humain sur Terre. Tout s'est arrêté via 2 allocutions du père d'Akihito et de cette constitution. Donc c'est un rôle symbolique qui symbolise l'État et l'unité du Japon sur le trône du chrysanthème. Voilà pour Akihito, qui est toujours vivant malgré son abdication et qui est devenu empereur émérite du Japon. En 1827, un autre événement très important, c'est Pierre de Val. Alors, je ne sais pas si tu sais qui c'est Pierre de Val. En fait, c'est un affairiste qui était consul de France en Algérie. Pourquoi ce petit détail? C'est parce qu'il a refusé en 1827, le 30 avril, avec insolence, de s'engager sur le remboursement, là on voit un tableau, d'une dette qu'il avait auprès du Dey Hussein. Donc le Dey Hussein, c'était le souverain de la régence d'Alger, alors sous autorité de l'Empire ottoman. Donc à l'époque, l'Algérie était sous domination ottomane. Et du coup, pour se venger, il lui a mis un coup de soufflet avec un chasse-mouche, comme on peut le voir là sur le tableau. Et du coup, Charles X usera de ce petit événement, comment on appelle ça, de cet incident diplomatique, voilà, pour exiger des excuses, et il lance un blocus contre le port d'Alger. Sauf qu'au lieu de calmer la situation, le Dey Hussein tournera les canons vers les bateaux, ce qui entraînera l'invasion d'Alger en 1830. Et du coup, la colonisation pendant les années qui suivent, sous Napoléon III, puis sous la Troisième République, de l'Algérie, avec son indépendance qui n'aura lieu que 132 ans plus tard, en 1962, avec cette fameuse guerre d'Algérie qui a lieu de 54 à 1962. Charles X, à savoir, qui était le frère du coup de Louis XVI, le second frère de Louis XVI, lui-même capétien, donc descendant de Robert Ier. Tu vois comme quoi tout est lié dans l'histoire. Avait aussi fait cette guerre, enfin en tout cas cette invasion, pour redorer son blason. C'est vrai qu'il était un peu patraque niveau popularité, et quelques mois plus tard, il sera d'ailleurs obligé d'abdiquer en faveur de son petit-fils, mais c'est Louis-Philippe Ier qui sera nommé roi de France. Le même jour, alors ça c'est aussi très important parce que c'est un événement qui a changé pour moi l'histoire du monde, c'est la vente de la Louisiane en 1803 et son rattachement à l'Union des États-Unis en 1812. Donc Napoléon Bonaparte, donc voilà, là on voit une carte de la Louisiane de l'époque, donc ça n'a rien à voir avec la Louisiane d'aujourd'hui. Vous voyez que la Louisiane d'aujourd'hui, c'est un petit territoire entre le Texas et la Floride, on va dire. Et en vrai, c'est la Louisiane de l'époque, c'était énorme. C'était un territoire de 2 144 476 km². Donc c'était vraiment colossal. Donc ça incluait le Montana, le Dakota du Nord, le Minnesota, le Dakota du Sud, le Nebraska, le nord du Texas. Donc voilà, plein, le Kansas, le Nebraska, je l'ai dit, une partie du Colorado, l'Oklahoma, l'Arkansas, la Louisiane, du coup, actuelle. Et donc, du coup, Napoléon Bonaparte, premier consul, il n'est pas encore empereur en 1803, il sera sacré empereur qu'en décembre 1804, du coup, décide de vendre la Louisiane pour 15 millions de dollars. Et sais-tu combien représente 15 millions de dollars, 80 millions de francs de l'époque aujourd'hui, Sam? Est-ce que tu as une idée approximative? 100 millions d'euros?
Ah non, plus que ça. Ça représente 333 495 000 dollars de 2019. C'est énormissime. Et Voilà, rien à la donc fois, finalement. oui, et rien à la fois. Le territoire a été rattaché. Alors, il faut savoir que les Américains étaient, enfin, les États étaient un peu pas chauds. Même le président de l'époque n'était pas chaud pour annexer ces territoires parce que il y avait beaucoup de, ça pouvait engager beaucoup de guerres et beaucoup d'incertitudes. Cela a été fait quand même en 1813, donc l'inclusion à l'Union et avec ce qu'on connaît de l'évolution après, toujours plus vers l'ouest, le Far West américain à la fin du 19e siècle, qui conduira aux 50 États que l'on connaît aujourd'hui et à la nation américaine grande et indépendante. Voilà. C'est marrant parce Voilà, que c'était. tu prends une autre vente de territoire aux États-Unis. En 1867, ils achètent l'Amérique russe, qui deviendra l'Alaska, et je crois qu'ils l'achètent Ouais, pour c'est ça. quelque chose comme 2 millions de dollars or, donc ce qui est rien. Et à l'époque, c'est le secrétaire, le ministre des Affaires étrangères américain qui mène les tractations, et tout le monde lui tombe sur la gueule en mode mais c'est une folie, c'est un glacier, pourquoi il a acheté ça? Et la ruée vers l'or aucklandique a eu lieu quelques années après, et là ça a été rentabilisé. Mais au début, ouais, les gens étaient vraiment pas chauds à l'idée de récupérer Non, non, pas du l'Alaska aux tout. Ouais. Russes, comme quoi. Mais enfin, voilà pour le petit éphéméride du 30 avril 2020. Ben parfait, parfait, parfait. Alors on passe à Euh, quoi on ensuite? va, alors, ensuite, on passe à quoi? Du coup, le sujet de passé, présent, futur d'aujourd'hui, ce sont les grandes épidémies. On va notamment parler du coronavirus, mais on va commencer par la perspective historique de ces épidémies. C'est-à-dire qu'on va remonter, on va faire un petit voyage dans le temps où on va vous parler avec Sam des différentes épidémies qui ont marqué l'histoire de l'humanité, avec plus ou moins de gravité, mais toujours avec cette virulence qui marque les époques. Sam, je te laisse commencer avec la peste antonine, il me semble. C'est bien ça. Alors là, on va commencer au deuxième siècle. On aurait pu commencer au 5e siècle avant notre ère avec la peste d'Athènes, qui est la première épidémie qui est documentée par Thucydide, mais non. Là, on va prendre la peste antonine parce qu'elle a des conséquences très intéressantes. Elle a lieu entre l'an 165 et l'an 190 de notre ère. Elle prend son nom de la fin de la dynastie des Antonins, qui est une des dynasties des empereurs romains, et elle éclate sous Marc Aurèle et sous Lucius Verus, qui étaient empereurs en même temps. Et elle finira sous Commode, parce qu'il y a eu des résurgences après, en 190. C'est une peste qui n'a de peste que le nom. C'est très probablement une épidémie de variole à très grande échelle, mais le nom vient du latin pestis, qui signifie fléau, et qui pouvait aussi bien désigner une maladie contagieuse que la ruine ou la destruction. C'est une maladie qui a été très bien documentée grâce à Galien, qui est un célèbre médecin de l'époque. Malheureusement, on n'a plus toutes les archives dessus, puisque les archives impériales ont brûlé pendant le sac de Rome au 5e siècle par les Visigoths, mais on a quand même tout un tas d'informations dessus. C'est une épidémie qui se serait déclarée du coup en Mésopotamie, dans l'Irak actuel, pendant une campagne de l'armée romaine et qui se serait ensuite répandue via l'armée. Et comme la circulation est permise par l'Empire dans tout le bassin méditerranéen entre le commerce, les mouvements de troupes, les flux de personnes, va logiquement favoriser sa propagation. Évidemment, une épidémie circule là où circulent les hommes et où circulent les animaux qui ont infecté les hommes. Et donc là, effectivement, c'est la voie royale, la Pax Romana, la Pax Romana permet de faire circuler ça plus sérieusement, et de la région du Levant, on va passer à la Grèce, puis à l'Égypte, puis à l'Italie, puis au reste de la Méditerranée. C'est une maladie qui est assez virulente, mine de rien, puisqu'elle a un taux de mortalité qui se situerait entre 10 et 30%, donc c'est entre une personne sur 10 et une C'est pas personne sur mal, hein. 3 quand même. Ouais, c'est... Et elle aurait emporté, tenez-vous bien, entre 7 à 10 millions de personnes. Sachant qu'à l'époque, l'Empire romain comptait environ 64 millions d'habitants, c'est-à-dire que vous avez 10 à 15% de la population de l'Empire romain qui a disparu. Ce qui est C'est considérable. énorme. Imaginez qu'une personne sur 10 de votre entourage disparaisse, ça vous fera à peu près une idée de ce que ça pouvait représenter.
Beaucoup d'historiens, d'ailleurs, ont vu dans la peste antonine le départ de la longue agonie de ce qui sera l'Empire romain d'Occident, puisque après les guerres, après la famine, après la pression fiscale, l'Empire va être affaibli par cette épidémie qui continue d'éroder sa puissance, et notamment, par exemple, vous saviez que l'Empire romain était un empire qui faisait énormément la guerre, et c'était une espèce de fuite en avant perpétuelle. Et ben, l'armée va aussi, qui fait face aux barbares va être décimée par cette peste et ne va pas arranger ses affaires. Mais tout ça, finalement, reste très embêtant, hein, mine de rien, 10% de la population au minimum qui aurait disparu, mais c'est rien par rapport à ce que va représenter, quelques siècles après, la peste de Justinien, qui elle a lieu en 541 et qui finit en 767, donc pendant plus de 2 siècles. On l'appelle peste de Justinien parce que c'est le célèbre empereur d'Orient qui portait ce nom, ou d'empereur byzantin, comme on l'appellerait aujourd'hui dans l'historiographie. Il l'a contracté, lui, il en a réchappé miraculeusement, et c'est pour ça qu'elle porte son nom. Il n'en est pas mort, non, il en a rééchappé. Et c'est déjà la première épidémie de vraie peste, hein, entre guillemets, puisque je vous disais qu'avant c'était probablement de la variole. Là, c'est le bacille de la peste tel qu'Alexandre Yersin l'a découvert au XIXe siècle. Elle connaît son paroxysme en 592 et par la suite, pendant les 2 siècles qu'elle va durer, excusez-moi, elle va connaître plusieurs cycles, des cycles de 9 à 13 ans. Il va y avoir alors une quinzaine, une vingtaine de cycles. Les historiens sont pas d'accord, mais il va y avoir tout un tas de cycles. C'est une maladie dont on pensait qu'elle venait de base d'Éthiopie, voire d'Égypte, et qu'ensuite elle se serait propagée jusqu'à Constantinople, hein, puisque c'est là où était l'épicentre. Et cette peste-là, elle est, d'après les études scientifiques, elle viendrait pas d'Éthiopie ou d'Égypte. Elle aurait en fait un foyer mongol qui aurait suivi les routes de la soie jusqu'à arriver jusqu'à Constantinople. Et sur les voies, et après de Constantinople, elle aurait emprunté les voies du commerce, les voies de l'armée, pour aller se répandre ensuite en Italie. Elle aurait fait le tour plusieurs fois, le Rhône, la Saône. Certains disent qu'elle serait montée même jusqu'aux îles Britanniques, en Grande-Bretagne et en Irlande. Là, c'est très probablement, selon certains historiens, des épidémies locales qui n'ont rien à voir avec ça, mais comme elles sont arrivées en même temps, on l'a attribué à la peste de Justinien. Sachant que, je vous le rappelle, ça a duré 2 siècles. C'est une épidémie qui a eu une diffusion restreinte pourtant, puisqu'elle n'a pas touché trop l'intérieur des terres, comme la peste noire, dont tu vas parler tout à l'heure, Mehdi, mais elle a plutôt touché les abords des fleuves côtiers méditerranéens. Et du coup, elle nous permet de voir quelles étaient les voies d'échange et les zones de peuplement de l'époque. Selon l'historien byzantin Procope de Césarée, elle aurait fait 10 000 morts par jour. Donc à Constantinople. Certains vont même jusqu'à dire 16 000 morts par jour dans la capitale à ce moment, donc c'est considérable. Hein, imaginez, là, on est 16 000 morts par jour. Ouais, au plus gros. Hein, voilà, pour remettre un peu dans le contexte, excuse-moi Sam, 16 000 morts par jour. Nous, en France, je crois que le pic maximal, ça a été 600-700 morts, c'est ça, par jour? C'est ça. Voilà, c'est juste pour dire à ceux qui nous regardent, pour remettre un peu dans l'ambiance, quoi. Non, c'est considérable, mais c'est plutôt, selon l'époque, 10 000 morts, ce qui est considérable là-dessus. C'est un tiers des gens qui sont morts du Covid aujourd'hui en France. Non, on est à 28, ouais, c'est quasiment un tiers. Ouais. Selon certains historiens de l'époque, elle aurait tué entre un tiers et la moitié de la population. Là, c'est probablement, il se base sur les estimations des villes plutôt que sur l'estimation de toute la population, hein, puisqu'évidemment, c'était beaucoup plus diffus et réparti qu'aujourd'hui. En tout cas, cette peste de Justinien a fait entre 25 et 50 millions de morts et elle a bouleversé les équilibres géopolitiques. Et ça, c'est hyper intéressant, on va le voir après. D'autant que les mecs n'ont pas eu de chance, hein, parce qu'entre 450 et 700, on a un petit âge glaciaire, déjà à l'époque, hein, qui va réduire les récoltes, qui va favoriser du coup la diffusion des maladies, vu que les gens ne mangent pas assez, il fait froid, ils ont pas une constitution assez solide. Les habitants de l'Empire sont affaiblis. Hein, à titre d'exemple, l'espérance de vie est de 25 ans et la taille moyenne d'1,65 m. Donc c'est quand même, ils vivaient 3 fois moins vieux à l'époque, et cette atmosphère insalubre, et en plus bénéficie d'autres joies comme la lèpre ou le paludisme qui vont frapper qui vont frapper à l'époque, ce qui va renforcer la religiosité évidemment, puisque les gens, la science et la médecine ne sont pas aussi développées, les gens cherchent des réponses, et il n'est pas question du tout d'hygiène de base, de savoir qu'il y a des microbes, des maladies, des choses comme ça à l'époque, donc on se tourne vers Dieu. C'est une peste qui a fini par disparaître au bout de 2 siècles et demi, on ne sait pas comment. Est-ce que c'est le dépeuplement? Est-ce que c'est la baisse de sa virulence? Ça reste à discuter.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand elle a foudroyé l'Empire romain, il est d'Orient, il était à son apogée. Quand Justinien était encore à sa tête, quand il s'apprêtait à récupérer les conquêtes de l'Empire romain d'Occident qui avaient été récupérées par les barbares, et finalement toute son armée a été bloquée parce qu'elle a été infectée, et il n'a pas pu récupérer et possiblement réunifier l'Empire comme il l'aurait espéré. L'Empire ne gardera que le sud de l'Italie, alors que Justinien va réussir à récupérer toute la péninsule. Et pour vous donner un exemple, on est au VIe siècle, l'Italie ne sera réunifiée qu'au XIXe siècle. Donc c'est une des conséquences de la peste, par exemple. Autre conséquence, c'est qu'en affaiblissant le sud de l'Europe, cette partie, avec la dépopulation, les pertes commerciales et économiques, ça va renforcer l'Europe du Nord par effet de balancier, qui a une meilleure croissance démographique, qui établit de nouvelles routes commerciales, et finalement la bascule économique se fait du sud vers le nord et va préparer l'avènement de l'Europe du Nord, les îles britanniques, la Hollande, etc., et la Scandinavie. Et surtout, ça va freiner les puissances orientales, comme Byzance et les Sassanides, les Perses, si vous voulez, qui vont être frappés de plein de fouet, qui vont être affaiblis, tout comme les barbares qui les assaillaient, c'est pour tout le monde, et ça va préparer le terrain à l'expansion de l'islam, puisque l'islam, à partir du 7e siècle, va commencer son expansion dans la région, et ce sera quelques décennies plus tard, et il ne tombera que contre des adversaires considérablement affaiblis par cette peste qui aura eu des conséquences extrêmement importantes, comme vous l'aurez vu. Bah, écoute, parlons de peste. Je vais enchaîner parce que on va parler quand même de l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire, la peste noire. Je pense que tu en as entendu parler, mon cher Sam. La Vaguement. peste, donc la peste bubonique pour son terme scientifique, du coup également connue sous le nom de peste noire. Donc, comme je disais, c'est décrit comme l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire. Donc, elle aurait commencé encore en Chine dans les années 1330 et aurait traversé l'Europe de 1346 à peu près à 1353. Voilà, donc sur quelques années, ça peut évoluer selon les études et selon les recherches, mais la plupart de la communauté des historiens s'accordent sur ces dates-là. Donc le nom de peste noire s'est apparu que plusieurs siècles après la venue en Occident, et c'était probablement une traduction erronée du mot latin atra, qui signifie à la fois terrible et noir. Du coup, à propos de cette peste, c'était un bacille, donc un organisme le plus souvent porté par des rongeurs, donc des rats, des souris, et les puces qui infestent l'animal. Du coup, ces puces ensuite se déplacent librement vers les humains. C'est un peu comme tu vois le même système que pour les coronavirus avec l'animal, un hôte et puis l'être humain. Donc les symptômes de cette maladie horrible, je vais vous les donner. C'est une forte fièvre avec des vomissements de sang, un gonflement des ganglions lymphatiques, donc c'est les glandes qui se trouvent dans le cou, les aisselles, l'aine, et donc ça gonfle, ça devient visible, et une coloration noirâtre, du coup, à ces gonflements, ce qui a donné le nom de la maladie. En termes statistiques, alors ça c'est incroyable, elle a tué, tiens-toi bien, tenez-vous bien, 30 à 50% des Européens en 5-6 ans. Ça fait environ 25 millions de victimes. Donc il faut savoir qu'à l'époque, il me semble qu'en Europe, il y a à peu près 40 millions d'habitants en Europe, je crois. Donc c'est considérable. Les conséquences sur la civilisation européenne sont évidemment sévères et longues, sachant qu'en même temps, il y avait la guerre de 100 ans, il me semble, et toutes les guerres dans le reste de l'Europe. Donc cette première vague a été considérée comme le début explosif et dévastateur de cette pandémie de peste. Et il y en aura une autre, il y en aura d'autres qui reviendront, mais de façon un peu plus, occasionnelle, jusqu'au début du 19e siècle. Cette pandémie a eu pour conséquence d'affaiblir encore plus ce qui restait. On n'est pas loin de la fin de l'Empire byzantin, donc ce qui restait de l'Empire byzantin, qui était un peu sur la fin depuis le XIe siècle, et du coup qui tombera quelques années plus tard, en 1453, face aux Ottomans. Voilà pour la peste noire. D'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'il y avait eu plusieurs épidémies de peste jusqu'au début du 19e siècle. Une autre qui a été dramatique, c'est la peste de 1720
de Marseille, donc qui est la dernière grande épidémie de France enregistrée sur notre territoire, en tout cas sur le continent. Elle correspond du coup. Alors, ce qui s'est passé, pour remettre un peu dans le contexte, elle s'est propagée à partir d'un navire qui s'appelle le Grand Saint-Antoine. Donc, c'est un bateau qui est en provenance de la Syrie. Voilà, il a accosté à Marseille donc en mai 1720. Et du coup, sa cargaison était constituée d'étoffes, de coton, et du coup contaminée par le bacille responsable de la peste. Et du coup, à la suite de négligence, on va dire, d'inattention, et pourtant avec un dispositif clair quand il s'agit de la peste, c'est-à-dire que depuis le XIIIe, XIVe siècle, les autorités s'étaient habituées pour les villes portuaires à mettre des quarantaines, à ne pas faire accoster les bateaux où il y avait des cas de peste, mais sans qu'on sache trop pourquoi. Ce bateau, malgré 7 ou 8 morts, a reçu les autorisations d'accoster. Et donc la mise en protection très stricte comportant donc la quarantaine des passagers et des marchandises n'a servi à rien, puisque les quartiers de Marseille les plus déshérités, les plus anciens, ont été touchés durement par cette peste. Elle s'est étendue rapidement dans la cité, où elle a entraîné entre 30 et 40 000 morts sur entre 80 et 90 000 habitants, donc c'est la moitié des habitants. Puis ensuite, dans toute la Provence, où elle fait entre 90 000 et 120 000 victimes sur une population qui allait jusqu'à 400 000 habitants. Donc, vous voyez, on est sur des chiffres et des proportions qui sont délirantes par rapport à ce qu'on vit nous. Encore, je rattache toujours à ce qu'on vit nous en ce moment avec l'épidémie de coronavirus. C'est quelque chose, voilà, qui n'a aucun comparatif. Pour vous dire, cette épidémie de peste, c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui est étrange, c'est que ces épidémies se sont évacuées un peu. Voilà, on voit des cartes. Donc, elles ont progressé. Donc là, c'est celle de la peste noire du XIVe siècle. Donc, ça a progressé un peu dans toute l'Europe, avec des zones protégées, notamment dans les Pyrénées et dans le Milanais, ainsi que vers la Pologne et l'est de l'Allemagne. Voilà, donc c'est vraiment des très contagieux. Mais ce qui était incroyable, c'est que à l'époque, les méthodes de médecine n'étaient pas développées comme aujourd'hui, évidemment, et on n'a jamais trop su comment ces épidémies disparaissaient. Voilà, on ne sait pas comment elles disparaissaient. Ce qui nous rappelle aussi, vous savez, la théorie du professeur Didier Raoult, infectiologue marseillais. C'est encore un rapport avec la peste noire de Marseille, qui prétend que potentiellement l'épidémie qu'on traverse actuellement pourrait s'évaporer comme ça, parce que c'est l'histoire des épidémies et qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, parce que les épidémies, voilà, des fois elles viennent, elles prennent les vies, elles font tomber malades les gens, et puis elles s'en vont comme ça. Voilà, on ne sait pas. En tout cas, voilà pour nos 2 épidémies de peste qu'on a eues donc en Europe, en France pour celle de Marseille. Je vais vous parler maintenant de la grippe espagnole. Alors, la grippe espagnole, c'est encore différent. La grippe espagnole, c'est un virus qui est apparu en 1918 aux États-Unis, appelé à tort grippe espagnole d'ailleurs. Parce que on va en parler, mais c'est un virus du coup qui a traîné pendant 2 ans, particulièrement virulent et contagieux. Ça s'est donc, je le disais, déclaré aux États-Unis puis en Europe avant de se répandre sur tous les continents. Et contrairement au nom qui lui est attribué, l'Espagne n'est pas à l'origine de la grippe espagnole. Le virus a été nommé comme ça à l'époque. L'Espagne, qui n'est pas engagée dans la Première Guerre mondiale, je le rappelle, et donc n'était pas soumise à la censure, à l'inverse de ses voisins qui cherchaient à cacher un peu leur mort. Du coup, elle publiait librement et publiquement des informations sur cette maladie. D'où le nom qu'ont repris les médias de grippe espagnole. Donc ça a été une catastrophe humaine et sanitaire. Donc je le disais, ça a duré 2 ans et ça a été plus meurtrier que la peste noire au XIVe siècle en termes de rapport. Donc la grippe espagnole a fait 2 à 5 fois plus de victimes que la Première Guerre mondiale qui a eu lieu à la même époque. Il me semble que la Première Guerre mondiale, c'est 10 millions de morts. Voilà. Donc si on fait 2 à 5 fois plus de victimes, on est sur un rapport de 20 à 50 millions de morts dans le monde, c'est énorme. Et donc c'est un virus grippal qui proviendrait des oiseaux, qui sont des bons réservoirs à virus.
Et donc, c'est un virus aviaire qui aurait ensuite muté vers l'homme. Et donc, la grippe espagnole, selon des universitaires américains de l'université d'Arizona, ça serait une combinaison d'une souche humaine H1 provenant de la grippe saisonnière, celle qu'on connaît, et avec des gènes aviaires de type N1. Et donc voilà, ça aurait émergé entre 1917 et 1918. Et donc la grippe espagnole est nommée du coup H1N1. Ça nous rappelle aussi le H5N1, donc les grippes aviaires que nous on a connues au début du 21e siècle. Donc les premiers cas sont signalés en 1918, en mars 18, dans les bases militaires de l'État du Kansas aux États-Unis. Et ensuite, l'épidémie se serait ensuite propagée vers l'Europe, avec l'arrivée évidemment des troupes américaines en France en avril 1918. Et donc de l'Europe, le virus s'est ensuite répandu jusqu'aux colonies par le biais des paquebots, gagnant ensuite l'ensemble des continents. La grippe espagnole était en effet donc, caractérisée par une très forte contagiosité. Et bien qu'on ne présentait aucun symptôme dans les premiers jours de l'infection, eh bien, les malades ont contribué beaucoup à propager et à transporter le virus. Donc un affaissement des défenses immunitaires, de la fièvre, de la toux et des difficultés respiratoires. Ça nous rappelle quand même beaucoup notre épisode avec le coronavirus, cette grippe espagnole, qui a notamment emporté l'auteur et le poète Guillaume Apollinaire, 2 jours, je crois, après l'armistice, ou le jour même de l'armistice, je ne sais plus exactement, mais il me semble, ou 2 jours avant, voilà, c'est ça, 2 jours avant, c'était le 9 novembre qu'est mort Guillaume Apollinaire de la grippe espagnole en France. Voilà. Il faut un peu accélérer parce qu'on est à la bourre, on n'a qu'une heure. Oui, du coup, je vais te laisser. Mais il y a tellement de choses à dire et c'est tellement passionnant. Oui, c'est frustrant. Bah, déjà qu'on a dû faire des choix, imagine si. Ouais. Alors, je vais vous parler de la grippe de Hong Kong, là, donc, on fait un saut, on reste au XXe siècle, et on va faire un saut en 1968, puisque c'est une épidémie qui, de 68 à 70, aura tué 1 million de personnes à travers le monde. Donc c'est pas rien. Elle est probablement apparue en Asie centrale ou dans le centre de la Chine, avant d'atteindre Hong Kong, où elle a pas tué 1,5 million d'habitants, soit 15% de la population, et son trajet a été Singapour, Hong Kong, l'Asie du Sud-Est, l'Inde, l'Australie, le Japon aussi, même si ça a été moins virulent, et avant de rejoindre le nord de la planète, où elle aura touché les États-Unis, où elle aura fait 50 000 morts par l'entremise des Marines qui revenaient du Vietnam, avant de toucher l'Europe de l'Ouest ensuite, probablement via les États-Unis. En 69, donc une année après le début, l'OMS réunit les scientifiques qui estiment à ce moment que l'épidémie est finie. Or, c'est à partir de ce moment qu'elle va se répandre en Europe, y compris jusque dans le bloc de l'Est, comme quoi ils ont le nez creux. Et donc ça vous éclaire aussi sur les prévisions des scientifiques qu'ils peuvent faire aujourd'hui. Déjà à l'époque, ils pouvaient se tromper. Et l'été passe et il y a une épidémie l'hiver qui reprend. Et la France sera touchée avec entre 17 000 et 31 000 décès directs, avec un pic à 12 millions d'infectés à l'époque, si l'on en croit le journal France Soir. En France, parce que mine de rien, on en a peu parlé de cette épidémie. En France, l'épidémie est sous-estimée. Elle est considérée sans gravité avec légèreté et on n'utilise même pas le mot de pandémie, par exemple. Il faut dire qu'à l'époque, l'actu est un peu chargé. Il y a eu l'après-mai 68, il y a eu l'arrivée de Pompidou, il y a eu la guerre au Biafra. Et grosso modo, on est encore dans les 30 glorieuses et il y a encore cette espèce d'insouciance, cet optimisme, la foi en le progrès et le fait que on considérait encore normal qu'on puisse mourir dans des âges un peu... quand on était septuagénaire, ça choquait moins qu'aujourd'hui. Le bilan est d'1 million de morts, je vous l'ai dit, et ça en fera la 3e pandémie du XXe siècle, après la grippe espagnole et la grippe asiatique de 1957, qui aura fait, elle, entre 1 et 4 millions de morts. C'est surtout, et elle est intéressante, la première pandémie moderne qui s'est répandue via les transports aériens rapides. C'est la première qui a été également surveillé par un réseau international qui a posé les bases de tous les travaux qui visaient à prédire le calendrier d'une pandémie et qui a permis de renforcer le réseau international de laboratoires et de lancer la recherche sur le virus. Et c'est également à cette époque aussi qu'on a commencé à vacciner les plus vieux sur la grippe. Et je crois que c'est à toi, Mehdi, sauf si tu veux passer cette partie. Alors, on va peut-être parler très rapidement. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein. Tu me dis, on va peut-être parler rapidement du sida quand même, parce que c'est quand même une épidémie qui a marqué le monde. Donc, très rapidement. Donc, l'épidémie du sida, elle commence dans les années. Alors, pour être très rapide, hein,
on a des indices sérologiques d'une exposition au virus en Afrique pendant les années 40, 50, 60, mais on la retrouve évidemment en 1981 aux États-Unis avec des patients homosexuels à San Francisco et à New York atteints de pneumocystose pulmonaire et qui manifestaient un état d'immunodéficience acquise. Le sida, c'est le syndrome d'immunodéficience acquise. Et donc, le CDC d'Atlanta fait une alerte en disant attention, ça pue du cul parce que là, il y a vraiment beaucoup de gens qui commencent à l'avoir et on ne comprend pas comment elle s'attrape. À la base, on a appelé ça le cancer gay, tragiquement, hein, j'ai envie de dire malheureusement, parce que ça a stigmatisé cette population, puisqu'au début, la plupart des cas répertoriés étaient des patients gays. Voilà, malheureusement. Mais on apprendra plus tard qu'au final, la maladie est transmissible, en tout cas le sperme et le sang, et qu'elle se retrouve dans toutes les populations, et indépendamment du sexe, je le rappelle, et des pratiques sexuelles. Voilà, donc elle n'est pas. Et encore aujourd'hui, je vois des fois, j'ai vu en faisant des recherches, que des gens étaient persuadés que c'était une maladie réservée aux homosexuels. C'est faux. Hétérosexuels, homosexuels, trans, tout ce que vous voulez, vous pouvez attraper cette maladie, donc protégez-vous. Ça, c'est un autre débat. La responsabilité du rétrovirus est confirmée par Robert Gallo, donc un professeur américain en 1984, qui le baptise HTLV. En France, une équipe de l'Institut Pasteur en 1983, dirigée par Luc Montagnier, isole à partir de ganglions prélevés sur un immunodéficient par le docteur Rosenbaum le rétrovirus qu'elle baptise LAV. Et du coup, en 2008, le professeur Luc Montagnier ainsi que Florence Sinoussi-Barré auront le prix Nobel de la paix pour cette découverte seulement 25 ans plus tard. Les premiers traitements à l'AZT, c'est en 1987 et la création aux États-Unis d'ACT UP, cette association de soutien aux malades du sida. Donc c'est une épidémie très virulente avec une perte de l'immunodéficience comme son nom l'indique. Et donc la plupart des cas, c'est un peu compliqué. Il y avait plusieurs stades en fait. Il y a une stade où il y avait comment on appelle ça, des diarrhées, des fièvres, ensuite un cancer qui est devenu le symbole un peu de ces années noires, de ces années sida, le sarcome de Kaposi, qui faisait apparaître les taches violettes brunâtres sur la peau. Et donc aucun traitement, souvent à cette époque, en tout cas entre 1981 et 1995, sida, ça voulait dire mort. Quand on vous déclarait séropositif au VIH, c'est que vous n'aviez plus longtemps à vivre et c'était terrible parce que les malades restaient sans réponse. Et donc, en France, on a créé en 1989 le Conseil national du sida et l'Agence de lutte contre le sida. En 1994, l'épidémie, elle touche 1 million de personnes dans le monde. Et en France, le dépistage devient anonyme et gratuit avec le lancement de l'association qu'on connaît tous aujourd'hui, le SIDAction. En 1995, grosse révolution, c'est les inhibiteurs de protéase et le début des trithérapies qui vont permettre de ralentir l'évolution de la maladie. Et à l'époque, il y a 20 millions de séropositifs dans le monde, c'est énorme. C'est un peu les années noires, le début des années 90, parce qu'il y a une progression très forte de la maladie avec aucun traitement. Et du coup, ces trithérapies vont arriver et on va voir des malades qui étaient sur le point de mourir se relever, sortir des réanimations et continuer des vies normales. C'est la révolution. Donc, elle ne soigne pas le sida, qu'on soit d'accord, on est toujours séropositif, mais la charge virale est indétectable. C'est-à-dire que les médicaments font en sorte que le virus ne se développe plus dans l'organisme et n'attaque plus vos défenses immunitaires. En 2001, le sida a tué 22 millions de personnes dans le monde et l'ONU crée le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, donc ça inclut le sida. Et donc en 2004, on a des résultats que les trithérapies et le protocole thérapeutique anti-sida est efficace pour plus des 2 tiers des malades traités, ce qui est quand même un succès. En 2010, on observe un début du ralentissement de l'expansion de la pandémie. Et en 2017, il y a une confirmation du ralentissement de la maladie avec une décrue de la mortalité lorsque la trithérapie est accessible, parce qu'encore aujourd'hui, dans certains pays d'Afrique ou dans certains pays en développement ou comment on appelle ça, les pays du tiers-monde n'ont pas accès à ces trithérapies et à ces traitements. Et donc, on compte en 2017 37 millions de personnes infectées dans le monde. Voilà. Est-ce que je pense qu'on peut passer, Sam ? Ouais, alors moi je vais faire très vite sur les 2 dernières. Sur le SRAS de 2003 et la grippe A de 2009,
Le SRAS, juste pour vous le resituer, parce que là, c'était un peu la répétition générale, ces deux épidémies de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Ça apparaît en Chine. En 6 mois, ça a infecté une trentaine de pays. En 2003, le SRAS, il aura fait 774 morts. Et à l'époque, déjà, la Chine avait essayé de dissimuler l'ampleur du truc avant de faire machine arrière. Et à l'époque, ça va entraîner tout un tas de mesures drastiques, de restrictions de mouvement et de conditions d'hygiène plus strictes qu'on applique encore aujourd'hui, même si elles sont un peu différentes. Le virus perdra peu à peu du terrain avant d'être endigué. Et si ça n'a fait que, entre guillemets, parce qu'une mort humaine est toujours tragique, 774 morts, le bilan économique a été de 54 milliards de dollars ou 41 milliards d'euros, avec les chutes de revenus touristiques et tout ce que ça entraîne évidemment vers l'Asie. Et ça a aussi permis de préparer le terrain sanitaire à cette première expérience pour les futures pandémies en termes de connaissances, d'organisation, de prévention, de mesures sanitaires. Deuxième acte, c'est la pandémie de grippe A, qui est de 2009-2010, qui viendrait du Mexique, qu'on appelait grippe porcine, grippe nord-américaine, grippe mexicaine, avant de l'appeler H1N1, et qui montrait bien d'ailleurs la difficulté à nommer un virus pour froisser aucun lobby, aucune filière ou aucun pays. Je pense à la marque de bière Corona plus récemment qui en a fait les frais. C'est la deuxième pandémie causée par le sous-type H1N1 qui vient de la grippe A et dont viennent aussi une bonne partie des grippes saisonnières. La grippe A, c'est un virus réassorti, c'est-à-dire qu'il mélange du matériel génétique de plusieurs virus qui infectent la même cellule, et ça a été jusqu'à 4 virus différents qui se sont mélangés pour la grippe A. Je fais vite, mais ça mériterait plus de détails. Du Mexique, 125 pays ont été contaminés et on a mis en place la surveillance de voyageurs qui provenaient de certaines zones suspectes. C'était le stade en dessous de ce qu'on vit actuellement. En général, les syndromes étaient bénins, la guérison rapide et complète. On a réussi à trouver un vaccin malgré tout, mais comme il y a eu une deuxième épidémie qui est réapparue aux États-Unis en 2013-2014, ça a fait penser que le virus pouvait être cyclique. Une étude américaine estime que la grippe A aurait fait entre 175 000 et 575 000 morts sa première année. C'est considérable, c'est énorme, mais dites-vous que les morts de grippe saisonnière habituelles, c'est entre 290 000 et 650 000 morts en général. Donc ça reste plutôt dans ce que peut représenter une épidémie de grippe. Et là aussi, encore une fois, ça a permis de préparer le terrain sanitaire pour les futures pandémies, et on est en train de le vivre actuellement. Et voilà, et je pense qu'on peut passer directement à la partie actualité. On n'aura pas le temps de mentionner les autres épidémies dont on n'a pas eu le temps de parler. C'est pas grave. Et sur la partie actualité, je te laisse l'introduire. Ouais, donc du coup, là, on est en plein dedans. Vous le voyez, avec la crise du Covid-19 qui a fait confiner jusqu'à la moitié de l'humanité. On a eu ces répétitions avant, et ce qui aujourd'hui permet de jouer la pièce qui est en train de se dérouler sous vos yeux et dont Mehdi va vous parler tout de suite. Alors, pour faire rapide, on va pas avoir le temps de développer comme on le voulait parce qu'on n'a qu'un peu plus d'une heure finalement, mais je vais essayer de faire rapide pour faire un focus dans le monde et en France sur ce qui s'est passé jusqu'à présent pour ensuite amener le débat et pour essayer de vous mettre en perspective toujours cette épidémie que l'on vit avec ce que l'on a vécu. Donc l'épidémie de Covid-19 due au coronavirus SARS-CoV-2 est apparue en Chine fin 2019, donc les scientifiques ne savent pas trop, mais aux alentours d'octobre-novembre 2019 à peu près. Et donc c'est un article de la BBC en début janvier 2020 qui est le premier au monde à faire l'état d'infection en Chine. Il est alors question d'un virus un peu mystère et de 44 personnes touchées dans 11 graves. Et donc ces premiers cas sont signalés à Wuhan, je ne sais pas si je le prononce bien, Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants située dans la province du Hubei en Chine. Et donc le virus serait apparu sur un marché aux poissons et animaux sauvages, et donc des informations qui ont depuis révélé que le tout premier cas avait été un patient de 55 ans, donc à cette époque, donc vers octobre-novembre 2019. Donc l'OMS, début janvier, écrit que sur la base des informations préliminaires fournies par l'équipe d'enquête chinoise, aucune preuve de transmission interhumaine significative et aucune infection par des agents de santé n'ont été signalées. Et c'est là où, du coup, les gens ont des reproches à faire aux Chinois, c'est parce qu'ils savaient déjà et ils ont caché le fait que la transmission se faisait inter-humain. Voilà, donc c'est ce qui a permis aussi cette pandémie. Donc Science et Avenir, toujours début 2020, sur son site, fait un article sur ces 4 pandémies et ce virus d'origine inconnue.
Et donc, quelques jours plus tard, le 12 janvier, l'OMS déclare enfin l'existence officielle d'un nouveau coronavirus en Chine, qui est nommé 2019 nCoV. Il est confirmé comme l'agent responsable des mystérieuses pneumonies. Et donc, en Chine, à cette date, on parlait de 59 personnes infectées, mais d'un chiffre qui n'arrêtait pas d'augmenter. Donc, les premiers patients décèdent en Chine. En Europe, on fait un mélange. Donc, les premiers patients sont touchés en Italie du Nord notamment. Voilà, plusieurs touristes chinois qui étaient venus en vacances sont malades sur le territoire italien, pardon. L'épidémie se développe en Italie. Le 24 janvier, il y a les premiers malades en France. Donc, il y en avait 2 à Paris, 1 à Bordeaux. Le 15 février, c'est le premier décès en Europe et qui s'est passé en France. Voilà, le premier, c'était un Chinois octogénaire. Voilà. Le 19 février, donc il y a eu un match de Ligue des Champions de football entre Bergame, un club italien, et Valence, un club espagnol. Et c'est ce qui aurait créé l'énorme cluster de l'Italie du Nord avec les images horribles qu'on a vues d'infections et de décès suite au Covid. Donc suite à cela, l'Allemagne, la Suisse ont fermé leurs frontières assez tôt. L'Autriche aussi ont fermé leurs frontières assez tôt avec les Italiens, ce qui n'est pas le cas de la France. Les États-Unis, pour leur part, qui aujourd'hui est le pays le plus touché par le coronavirus, avec je crois, plus de 60 000 morts, je crois, à l'heure où on parle. Je crois que c'est même plus que ça, hein. Mais en tout cas, c'est le premier touché en termes de victimes. Donc, décrète le no passing, c'est-à-dire que personne de l'espace Schengen européen ne pouvait arriver aux États-Unis depuis le 13 mars. L'Angleterre, les Pays-Bas et la Suède, eux, ont choisi l'immunité collective face à la réponse à cette épidémie en Europe. C'est un peu brouillon parce qu'à la base, on devait faire une partie bien distincte entre mondial, Europe et France. On n'a pas trop le temps, donc du coup, j'essaye d'accélérer. C'est pour ça que on a du temps. On a du temps, du coup. On a un peu de temps. Donc Ouais, la l'Angleterre, régie nous dit qu'on a du temps. les Pays-Bas et la Suède adoptent la stratégie de l'immunité collective, quand les pays plus au sud, comme la France, l'Espagne et l'Italie, choisissent le confinement strict. C'est une stratégie que la Suède continue de mettre en place, mais sur laquelle l'Angleterre et les Pays-Bas sont revenus. Boris Johnson, qu'on ne présente plus, le Premier ministre anglais, britannique, avait choisi cette stratégie. Lui-même s'était vanté de continuer à serrer des mains et à faire des bises, et il s'est retrouvé quelques jours, semaines plus tard, à l'hôpital en réanimation, ou en tout cas en soins intensifs. Voilà, il devait respirer avec de l'oxygène, quoi. En France, le stade 2 est dépassé le 29 février, avec 36 cas dans l'Oise. Le 14 mars, l'épidémie passe au stade 3. Là, c'est la fermeture le samedi soir, du coup, des lieux publics à partir de minuit. Puis, suite à l'allocution du président Macron, le 17 mars à midi, un confinement à domicile strict qui avait pour objectif de désengorger les hôpitaux et d'avoir moins de personnes atteintes en une période très rapprochée, parce que les lits en réanimation et les respirateurs, c'était pas à volonté, quoi, donc on n'en avait pas assez, il fallait prendre des mesures. Les régions les plus touchées, au début en France, ce sont les régions de l'Est, donc Mulhouse, avec ce fameux rassemblement évangélique de 2500 personnes, alors qu'on savait déjà que l'épidémie circulait. Eh bien, ça n'a pas empêché cette communauté religieuse évangélique de faire cette réunion, et ça a été après coup attesté comme le début de l'épidémie d'une manière virulente, en tout cas en France. Dans l'Oise, j'en parlais. Alors dans l'Oise, j'ai pas trop compris, j'ai pas su comprendre comment l'épidémie était arrivée dans l'Oise, mais en tout cas voilà, c'était un gros cluster aussi. À Paris évidemment, avec la population au mètre carré et le nombre de personnes dans les transports en commun, les métros, c'était évident que ça deviendrait un foyer important. Il y a aussi la Corse et la Haute-Savoie, voilà, faut le savoir. C'est en tout 9 foyers importants en France qui ont été remarqués. Le premier tour aussi des élections municipales le 15 mars
a été un sujet de discussion, c'est-à-dire que le conseil scientifique disait que c'était mieux si ça n'arrivait pas, mais que la décision était politique, et le gouvernement a choisi, lui, de maintenir ces élections pour ne pas être accusé d'entraver la démocratie. On a vu là aussi que ça avait été la cause de nombreuses contaminations. Pour faire un petit point en termes de victimes, en Italie, il y a plus de 200 000 cas et 30 000 morts sur le territoire. En Espagne, c'est 300 000 cas et 27 000 morts. En France, c'est 130 000 cas et à peu près, hein, c'est des chiffres, ça bouge tous les jours, et 28 000 décès. D'ailleurs, j'ai les images, vous ne le voyez pas, mais moi j'ai les images de Jérôme Salomon qui fait actuellement son allocution sur les chiffres de la journée, voilà, depuis le début de l'épidémie et le début du confinement. Le directeur général de la santé, parfois le ministre de la Santé, Olivier Véran, font un point sur l'état de la pandémie et de la maladie en France. Pour les pays notables aux États-Unis, donc j'en parlais, c'est l'épidémie c'est le territoire où l'épidémie progresse le plus. Donc pour faire rapidement, quarantaine pour tous les Américains depuis le 31 janvier qui est rentré de Chine. 2 personnes décèdent au mois de février du coronavirus, mais ils ne savaient pas que c'était le coronavirus. En mars, je le disais tout à l'heure, Donald Trump, le président américain, interdit l'entrée des Européens. La Californie décrète un confinement dès le 19 mars, c'est le premier État qui décrète un confinement. Il faut savoir que, à l'inverse de la France, les États-Unis sont un pays fédéral. Alors, ce qui fait qu'il y a évidemment le président Donald Trump, qui est le dirigeant de l'Union, des États-Unis, mais les 50 États ont 50 gouverneurs qui, eux, gouvernent et sont un peu les présidents de ces États. Par exemple, le gouverneur de la Californie peut décréter le confinement quand le gouverneur du Nebraska peut dire « bah non, moi je préfère pas ». Voilà, donc c'est un peu les limites un peu de la décentralisation, c'est que ce qu'on a observé, on en parlera tout à l'heure dans les conséquences plus précisément. Au mois d'avril, début avril, Donald Trump met en cause l'OMS, retire la participation américaine financière à l'OMS du fait que ces experts ont remarqué que l'OMS avait participé à un peu cacher le début de l'épidémie avec les Chinois et que l'OMS, était sous influence chinoise. Voilà pour le contexte un peu rapide, mais j'essaie de faire vite parce que j'aimerais beaucoup qu'on débatte sur les conséquences de ce que l'on vit et la mise en perspective. Mais voilà un peu pour l'état actuel des choses dans le monde par rapport à ce coronavirus. D'accord, très bien. Bon, on y a vu plus clair. Et effectivement, moi, je voyais sur mon chat que ça mentionnait, on n'a pas pu parler de tous les événements, évidemment, mais on ne peut pas vous faire l'historique jour à jour. En tout cas, on vous donne les grandes lignes, en tout cas. Donc, ce rappel fait, en tout cas, il y a quelques premières conséquences très concrètes au-delà de la situation historique avec plus de la moitié de l'humanité qui est confinée chez elle, à des degrés divers, évidemment. Mais en se plaçant d'une perspective historique déjà. C'est une mise en lumière violente, tout ce qui se passe de la globalisation, en termes de transport, de connexion, de production. Là, on voit très bien, ça met carrément à nu tous les mécanismes et ça montre à quel point on s'est reposé sur l'extérieur, tout ce qui était en dehors du pays. On n'est pas le seul pays, hein, mais à force d'avoir délocalisé dans des pays où la main-d'œuvre était à bas coût, à force de faire des voyages dont les coûts avaient baissé et accessibles à tout le monde, l'épidémie, non seulement s'est répandue beaucoup plus rapidement, mais en plus, on s'est retrouvé démunis face à elle parce que les endroits sur lesquels on comptait pour nous aider si ça arrivait chez nous ont été ceux qui ont été touchés en premier. Ça pose aussi les limites de la mondialisation, justement, la mondialisation financière, qui est motivée par l'appât du gain. Je ne sais pas si vous aviez vu passer cette histoire de la fabrique bretonne de masques qui a fait faillite, qui a été fermée et qui a été démantelée, tout ça parce que, l'État français n'a pas fait les commandes de masques qu'il s'était engagé à faire, et 2, parce qu'elle n'était pas assez rentable pour la boîte américaine qui l'avait achetée, mais finalement on se rend compte dans une situation comme celle d'aujourd'hui que c'est extrêmement problématique. Ce qui fait qu'on a un retour au national, ça c'est une autre des conséquences immédiates, et vous l'avez vu, ne serait-ce qu'en France, il y a un retour au fabriqué en France, les gens s'y mettent pour fabriquer du gel hydroalcoolique, qui des masques, etc. Et avec un repli sur soi, on a fermé les frontières, là il n'était même plus question de tergiverser, avec une limite cependant, c'est que chez nous, les limites sont fermées, les frontières,
sont fermées sur l'espace Schengen et les frontières du pays en tant que tel sont beaucoup plus contrôlées, contrairement à d'autres pays qui ont fermé toutes leurs frontières, par exemple. Ça montre aussi la différence entre les systèmes politiques. Effectivement, le Covid, comme tu le rappelais, Mehdi, n'est pas géré de la même manière dans un État centralisé ou fédéral, dans un État autoritaire ou beaucoup plus lâche sur la manière dont le pouvoir central impose son autorité. Donc ça c'est une des conséquences, c'est que ça a relevé ces différences culturelles et politiques entre les différents pays du monde. Ça a également été un très gros accélérateur de tendance, cette crise du Covid-19, ça l'est toujours d'ailleurs. On voit très bien le déportement qui est en train de se faire du pouvoir vers l'Asie. L'Europe avait déjà laissé la place depuis un moment, et là l'Amérique est en train de glisser lentement, continue de glisser lentement, mais sûrement vers la fin de son impérium et de sa mainmise globale sur le monde, puisque les centres décisionnels sont en Asie, et c'est d'ailleurs d'Asie qu'est partie la crise, et ça oblige à revoir les plans stratégiques dans un monde qui est confiné. Parce que mine de rien, avec plus de la moitié des humains dehors, tout un tas de choses qui a été prévu, organisé, planifié, ne se déroule pas comme prévu sur un plan géostratégique. C'est également, et ça je le voyais sur le chat et on en parlait aussi, c'est la propagande, c'est l'infox, c'est le soft power qui joue à plein. Les États-Unis accusent la Chine accuse les États-Unis, les Chinois disent « Ah ben c'est bizarre, il y a une fuite dans un labo américain », les Américains disent la même chose aux Chinois, il y a évidemment des campagnes de désinformation sans précédent sur le net, il y a les rumeurs les plus folles qui circulent, comme à chaque épidémie, ça date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est les réseaux sociaux, effectivement, qui nous le rendent visible. Mais à chaque fois qu'il y a une épidémie, dites-vous que chaque fois qu'il y a une épidémie, dites-vous que les rumeurs les plus folles et les comportements les plus irrationnels circulent aussi. Donc ça, c'est pas une nouveauté. Et il y a le côté aussi piège de Thucydide alors le piège de Thucydide, c'est le nom qu'on donne en géopolitique au phénomène qui voit une puissance. Qui voit une puissance, la première puissance, être confrontée au fait qu'une autre puissance monte et la challenge. C'était le cas entre l'Empire allemand et l'Empire britannique au 19e, 20e siècle. Aujourd'hui, c'est le cas entre les États-Unis et la Chine. Quelques-unes des dernières conséquences avant qu'on passe au débat. Réduction des libertés, vous l'avez vu, ça je pense pas qu'il y ait besoin de trop s'étendre. Retour à l'État, surtout en France, où en général on se tourne facilement vers l'État dès qu'il y a un problème, mais il y a un retour vers l'État central, ce qui fait voler en éclats beaucoup des comportements qu'on appellerait un peu facilement libéraux ou ultralibéraux, mais là l'État a fait preuve de son utilité dans des temps de crise comme ça. Il y a un retour au réel aussi, mine de rien, parce que c'est le monde, c'est entre guillemets la France qui se lève tôt, pour prendre un exemple hexagonal, mais c'est le monde du travail réel contre les bullshit jobs, pour faire un raccourci un peu rapide. Même le président Macron en parlait dans son allocution. Il disait qu'il fallait mieux valoriser ceux qui font tourner le pays, finalement. C'est aussi une époque où on est tous enfermés, et il y a une autre époque, et l'époque de l'instantanéité. Et mine de rien, le confinement permet un recentrage et change les rythmes et permet peut-être de mieux se réadapter au temps long, au temps moyen aussi, qui sont des temps peut-être plus sains pour l'être humain. Et tout ça va amener, et là je mords un peu sur la partie d'après, mais je les mentionne, je ne développe pas, un nouvel essor pour les politiques de santé publique, comme après chaque épidémie, on en tirera les conséquences sanitaires et on prendra des mesures. Alors reste à voir si elles seront bonnes ou mauvaises, ça c'est autre chose. Et effectivement, les conséquences principales que seront la crise économique et la crise politique qui en découlera, qui s'annoncent juste après, puisque évidemment que vous avez autant de gens qui sont confinés et qui ne bossent pas, ça pose problème pour l'économie. Et j'en ai fini. On va passer à la partie débat, c'est la dernière partie de l'émission. On va essayer de faire vite pour nos amis juste après nous de la musique. D'ailleurs, je rappelle que tout à l'heure, ce soir, il y aura du catch, la MLW avec Yann et Ali de Catch Club. Donc, c'est tout à l'heure et ça sera super. Moi, j'adore le catch personnellement et quelqu'un d'autre adore le catch. C'est la personne avec qui tu vas débattre ce soir, mon cher Sam, c'est Jérémy. Alors, Jérémy Paluskevich, qui est un enseignant, prof d'histoire, master d'histoire aussi. Comment tu vas, Jérémy ? Salut, ça va, confiné. Voilà. Confiné toujours ça va. Les cours, ça se passe comment ? J'ai eu mes cours, j'ai fini les cours à 16h, là, tranquillement, avec les terminales. Et on essaye de faire avec, mais j'ai fait les cours en live un peu de ce même style, seulement que je me mets pas à l'image, mais après on essaye de faire avec, quoi. Surtout qu'on nous a dit qu'on allait peut-être reprendre en juin, donc voilà. Oui. Toi, tu es spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, mais
mais comme tout historien, tu as un avis sur toutes les périodes et sur tous les événements. Et c'est pour ça qu'on t'a voulu sur ce débat, où on va revenir notamment sur les conséquences possibles économiques, possibles conséquences économiques, politiques, géopolitiques et sociétales, ainsi que les leçons de cette crise du coronavirus. Eh ben écoutez, je vais te laisser commencer, mon cher Sam. Quelles sont pour toi les possibles conséquences, par exemple, économiques de ce coronavirus? Bah, économique, ça, on l'a vu, il y a beaucoup de chômage, ça, de chômage technique, même s'il est payé, qui est en train de gréver le budget de l'État, puisqu'on finance ça par la dette. Donc déjà, ça pose une question intéressante. Tu parlais de tes terminales, mais oui, je pense qu'ils vont avoir une dette rigolote à payer, je pense, quand eux, ils seront en âge de travailler. Il y a ce premier phénomène. Il y a le fait que tout un tas de secteurs d'activité économique sont arrêtés, donc on risque d'avoir des faillites et des licenciements en cascade. Et c'est comme la crise de 29. Hein. Ça fait effet boule de neige et la situation économique risque d'être de plus en plus problématique. Et même si on fait marcher la planche, au figuré, hein, la planche à billets à fond, c'est emmerdant parce que nous. On attendait la crise économique sur l'explosion de la bulle financière, par exemple. Là, on risque d'avoir une crise économique qui va arriver sur sur le fait que l'économie réelle, beaucoup plus concrète, elle se prenne un train dans la gueule et ça risque de faire mal dans les mois qui viennent. Jérémy, tu es d'accord? Oui, oui. Ouais, en plus, surtout que la technique de la planche à billets, c'est ce qu'on a appliqué à peu près depuis la crise de 2008. Hein. Donc, je pense que les banques centrales sont un peu à la limite de ce qu'elles peuvent faire sur cette émission de monnaie massive. Et on le voit, elles ont dit qu'elles suivraient, mais au bout d'un moment, on arrive aussi aux limites de ce système. Surtout qu'on a des États qui sont fortement endettés, donc qui sont un peu, pour certains, limités en termes de pouvoir agir. Après, en termes de conséquences, je reprends ce que disait Sam tout à l'heure. À mon avis, c'est intéressant ce basculement entre la Chine et les États-Unis et l'Europe. Hein, l'Europe qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, avait un peu basculé en termes d'influence au niveau mondial. Et là, on le voit, je pense, clairement dans la gestion donc elle a eu en termes sanitaires. On voit que des pays comme la Corée du Sud ou même des pays de l'Asie du Sud-Est se sont beaucoup mieux comportés, ont mieux réussi face à l'Europe. Et on peut voir ça aussi par rapport à la pandémie qu'on avait au Moyen-Âge, avec la peste qui avait aussi eu un basculement entre l'Italie du Nord, qui était plutôt dominante au Moyen-Âge, et qui, certes, va être florissante au début de la Renaissance, mais qui va perdre par rapport aux villes du Nord, hein, à Gand et à toutes les villes qui sont en fait ouvertes vers l'Atlantique, qui ont moins subi la peste et en plus vont aussi avoir l'ouverture vers l'Atlantique. Donc il y a souvent parfois aussi un basculement d'influence entre des zones géographiques qui sont plus ou moins touchées par les pandémies. Donc voilà, on peut peut-être voir ça déjà, mais je pense que d'un point de vue économique aussi, on est dans une autre chose puisque on est dans un pays qui est à l'arrêt en fait. Et ça, on l'a vraiment, il me semble qu'on l'a pas connu, puisque les crises économiques de 29 et même de 2008, c'était un secteur d'activité qui était particulièrement touché. Là, c'est quand même un arrêt total, et c'est un peu d'un côté, c'est un peu l'inconnu. C'est ça. Même pendant la guerre, on n'a pas eu des arrêts qui étaient comme ça, quoi. Oui, tout à fait. Non, jamais, jamais. Même au plus dur de la Seconde Pendant les Guerre guerres, il y a mondiale. une réorientation de la production, mais il y a les gens qui Oui, c'est travaillent. ça. Mais après, bon, on n'est pas dans la même perspective, c'est-à-dire que là, on n'a pas un ennemi commun, et là, je prends part un peu au débat, mais je peux pas m'en empêcher. On n'a pas un ennemi, pardon, physique, on a un ennemi qui est invisible, c'est un virus. Je pense que c'était nécessaire malgré tout, et je pense qu'il est encore nécessaire, ça ce n'est que mon humble avis, de rester confiné le plus longtemps possible, puisqu'il n'y a pas de vaccin et puisqu'il n'y a pas de traitement. On va passer aux conséquences possibles politiques de cette crise du coronavirus. Et là, je vais te laisser commencer, Jérémy. Quelles sont pour toi les possibles conséquences? Je pense que politique, chacun voit midi à sa porte. C'est vrai que la politique ultralibérale qui a été menée est un peu en porte-à-faux, mais on voit que par exemple toute la partie qui est favorable à une plus grande intégration européenne dit qu'on a mal réagi face au coronavirus, et bien parce qu'on n'était pas assez intégré à l'Union européenne, qu'on n'avait pas assez nos systèmes de santé intégrés. Et d'ailleurs, ils mettent en avant le fait que l'Allemagne a pris et l'Autriche ont pris beaucoup de malades chez eux, ce qui montre une sorte de solidarité. C'est évidemment le retour du national, je pense, de certain nombre de partis qui ont fait du Made in France, ou de la production locale, ou de la réindustrialisation
comment dire, enfin, leur beurre un peu. Maintenant, tout en sachant que l'après, c'est pas dit que actuellement tout le monde est sur cette idée du coronavirus. Maintenant, il faut voir d'ici 2 ans et les impératifs, comme le disait Sam tout à l'heure, de rentabilité, parce qu'on est parti sur une idée d'avoir souvent un salariat qui est assez peu payé, et donc on est obligé de lui fournir des produits qui sont aussi peu chers, et donc continuer à produire en Chine, etc. Donc c'est pas dit qu'il y ait vraiment un grand changement de politique générale en termes d'économie. Peut-être que sur la santé, oui, mais sur l'ensemble, difficile à dire. Et toi, Sam, sur les Déjà, quand on voit la politiques? manière dont la crise de 2008 a été gérée après coup, ça fait peur, parce qu'on se dit que finalement, on nous jurait la main sur le cœur que plus jamais ça. Et juste avant la crise du Covid, on avait atteint des niveaux qui avaient été jamais atteints en 2008 en termes de spéculation. Donc là-dessus, Ouais. je suis peu optimiste là-dessus. Mm. Après, il y a toujours des boucs émissaires pendant les épidémies. C'est vieux comme l'homme, hein. En Europe, en général, on accusait les Juifs. Ça a été la grande spécialité pendant des siècles. Dès qu'il y avait un truc qui allait pas, là, on l'a vu par exemple quand l'épidémie a commencé à faire parler d'elle, on stigmatisait les Asiatiques. Mais il y a aussi l'autre versant de ce truc-là, c'est qu'on va chercher des responsables. Et les responsables, quels qu'ils soient, quelle qu'ait été leur réactivité, qu'ils aient bien agi ou pas assez agi, feront toujours aussi partie des boucs émissaires parce que c'était eux qui étaient aux manettes, c'est eux qui auraient pu empêcher ça. Est-ce que c'était faisable ou pas? Ça traverse pas l'idée de l'esprit des gens, mais en général, il y a une espèce il y a une rancœur et un dégagisme qui vont frapper les responsables. Surtout que pour un pays comme le nôtre, ne serait-ce qu'au niveau local, c'est compliqué. La France a tout un tas de problèmes qui la grèvent depuis un certain nombre d'années. Il n'y a qu'à voir que ça doit faire depuis 3 présidents de la République, par exemple, qu'on a la moitié du pays qui veut leur faire la peau parce qu'ils n'aiment pas, qu'ils n'ont pas voté pour lui, ce qu'on n'avait pas avant. Ça, on pourrait rentrer dans les détails. Mais il y a, par exemple, si juste avant le Covid, le président de la République avait disparu, l'enjeu de l'élection présidentielle qui aurait suivi, ça aurait été l'inconnu complète. Donc là, imaginez en plus que vienne se greffer une crise comme ça qui surajoute à tous les problèmes, c'est assez problématique et les gens vont vouloir avoir des personnes à blâmer et je sais pas qui va en faire les frais politiquement, mais je pense pas qu'il y ait grand chance pour que, par exemple, le parti qui est au pouvoir actuellement en France réussisse à s'en sortir. Déjà que il était plutôt mal vu. Ensuite, quand tu vois tout ce qui ressort sur la manière dont ça a été géré en termes de masques, de préparation, etc., c'est pas les seuls. Hein. C'est des phénomènes qui durent depuis plusieurs années. Et En Marche n'a pas l'apanage de ce truc-là. Mais voilà, il y a des comptes qui seront demandés. Il y a sûrement des procès qui vont être faits. Il y aura des boucs émissaires qui vont être sacrifiés. Et est-ce que derrière, on arrivera à saisir l'opportunité historique, pour le coup, qui était un peu la même qu'après la Seconde Guerre mondiale, de rebattre les cartes et de se réorganiser autrement? On peut le penser. J'ai vu que là, il y avait une interview de Bruno Le Maire dans Le Monde qui disait que qui voulait redessiner les contours de l'économie d'après-guerre. Le même Bruno Le Maire qui avait dit il y a quelques jours, finalement, les entreprises qui sont dans les paradis fiscaux n'auront pas les aides de l'État avant de rétro-pédaler quelques heures après. Donc c'est pour ça que je te dis que je suis pas optimiste. À mon avis, il n'y a pas non plus de raison d'être spécialement optimiste là-dessus, malheureusement. C'est terrible parce que j'ai tellement envie de participer. J'ai tellement envie de participer à ce débat, mais le problème, c'est qu'il est déjà 19h48. Et d'ailleurs, on est désolé, Jérémy, on a un peu tardé, mais on est en train de se roder. C'était la première émission de Passé, Présent, Futur. D'ailleurs, on te retrouvera toi aussi la semaine prochaine. J'espère que tu pourras. Sur les, on va un peu terminer, mon cher Sam, sur les leçons. Jérémy aussi, d'ailleurs, sur les leçons, très succinctement, très rapidement, s'il vous plaît. Quelles leçons on peut tirer de la crise et des crises qu'on a connues dans l'histoire sur les épidémies et les grandes épidémies. Quelles leçons on va pouvoir en tirer en une phrase, s'il vous plaît, les amis? Après toi, Jérémy. Ok. Non, mais je pense que c'est aussi en termes de société, comment elle se voit. Par exemple, au Moyen-Âge, il y avait une redéfinition de la mort, de la place de la mort dans la société, de l'importance de l'après. Et peut-être que les gens vont aussi se recentrer sur des choses beaucoup plus, moins matérielles. Peut-être qu'il y aura plus, ce sera plus au niveau local, au niveau de chaque personne qui elle-même va vivre cet événement. C'est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale aussi. Il y a des personnes, ça a marqué la société dans la manière dont elle avait la relation avec l'humain et l'autre. Donc peut-être c'est tout simplement ça qui va changer au-delà des grandes sphères de l'État. Sam?
Les guerres sont toujours des bonnes périodes pour juger qui sont les héros, qui sont les salauds. Et De Gaulle avait une phrase, il disait les périodes de paix prolongées ne sont jamais trop bonnes pour la qualité des élites. Là, le problème, c'est qu'on est C'est en vrai. guerre, mais qu'on n'a pas d'ennemis. Donc c'est un peu. Mais ça révèle quand même des beaux comportements humains. Je pense que là, on a vu de très beaux comportements humains, et peut-être que ça fera émerger de nouvelles figures qui, espérons, elles auront la tête sur les épaules, et ça permettra, voilà, d'avancer sur quelque chose qui est plus stable pour l'avenir et qui prend plus en compte l'intérêt collectif et l'intérêt global. Même si je suis maître de débat, je veux me permettre une petite intervention sur ce que tu viens de dire. Oui, on reconnaît les héros. Oui, des personnes ont émergé. Attention à ne pas occulter leur rémunération non plus. C'est pour et moi je suis pour l'esprit d'applaudir les gens et de remarquer les héros, mais il faut que ça aille évidemment et que ça suive aussi dans leur portefeuille. Est-ce qu'on a des pistes de lecture et des pistes de vidéos peut-être, mon cher Sam, à proposer à ceux qui nous Alors, regardent? Alors j'en avais noté quelques. Alors j'ai pas mis des pistes de lecture aujourd'hui, mais quelques pistes de vidéos intéressantes sur la Grande Peste Noire. C'est Nota Bene qui a fait une vidéo dessus, donc je Oui. vous y renvoie, ça c'est intéressant. Franck Ferrand l'avait déjà traité également, ça je vous recommande aussi. De Ferrand, je vous recommande également l'histoire d'Alexandre Yersin qui avait découvert le bacille de la peste. Là, c'est en podcast sur Radio Classique, par exemple. Donc ça, c'est très utile si vous voulez savoir comment la médecine a tâtonné au-dessus. Et à la fois Nota Bene et Ferrand, on fait des choses sur la médecine, sur les hôpitaux. Ça reste extrêmement intéressant. Et pour mieux comprendre scientifiquement tout ce qu'on est en train de traverser et ce qui nous attend à l'avenir, je vous renvoie aux 2 dernières vidéos de Dirty Biology sur la pandémie actuelle et sur les épidémies qu'on va vivre. Voilà, du coup, c'était le premier stream de Sam et de moi et Jérémy, maintenant que vous connaissez, sur passé, présent, futur. On espère se retrouver la semaine prochaine. On espère d'abord que ça vous aura plu. C'était un bon test pour nous. Moi, j'ai adoré personnellement. On espère se retrouver la semaine prochaine à la même heure. On va voir pour le 2e numéro de passé, présent, futur. Ce soir, le catch, on n'oublie pas avec Ali et Yann la MLW sur le live et puis on se retrouve bientôt. Voilà, merci les amis, ciao. Merci Merci beaucoup à les tous. gars. Au revoir tout le monde. Ciao.